On se demande toujours comment faire son alia en étant en accord avec soi-même. Alors la route n'est pas toujours simple. Celle de Yosef Levran est intéressante parce que lui, son chemin, il l'a trouvé à travers la politique. Il s'appelle donc Yosef Levran, on l'a dit, étudiant en informatique. Et vous êtes aussi activiste du parti Zehut. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Tadarama. Ça va ? Très bien. D'accord, donc un super accent israélien. Pourtant, ça ne fait que 10 ans que tu es là. Mhm. Ça ne fait pas beaucoup. Et en même temps, ça paraît long parce que tu as fait beaucoup de choses. Alors, tu es venu après le bac et tu as pris la direction de la yeshiva. Pourtant, tu n'étais pas du tout issu d'une famille super orthodoxe. En effet. C'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi tu as fait ce choix ? Et bon, disons que jusqu'à la fin de la première, avant la terminale, je n'avais pas du tout en tête de venir en Israël. Et durant les vacances, après la première, j'ai fait un voyage en Israël. Et durant ce voyage, j'avais un voyage qui est aussi découverte de la terre d'Israël, mais aussi il y avait une semaine de yeshiva. Et on peut dire que durant un mois, j'ai acquis l'amour de la terre et l'amour de la Torah, ou de l'identité juive. Dès que je suis rentré en France, pour la terminale, j'étais déjà sûr que l'année prochaine, j'allais monter en Israël. Alors, tu as fait le choix de la yeshiva du Rav Bochko à Kochav Yaakov. Mm-hmm. Pourquoi ce choix ? Ceux qui connaissent savent que c'est une yeshiva qui a beaucoup de liens avec la France, avec les Français. Donc, c'est plus ou moins ce que je connaissais. J'ai testé la yeshiva durant la terminale. J'ai beaucoup aimé. Et donc, je suis allé là-bas, tout simplement. En même temps, une fois que tu es arrivé là-bas, tu n'es pas resté avec les Français, tu as été directement du côté israélien. Pourquoi ? C'est un choix que j'ai fait. Je sais que dès que je suis arrivé en Israël, j'ai compris que la Aliyah, ce n'est pas uniquement un changement géographique, mais c'est aussi un changement culturel. Et j'ai vu que les Français doivent prendre une décision. Ça veut dire, si les Français restent qu'entre Français, alors ils resteront pour encore beaucoup d'années. Français. Et ça veut dire, c'est pas du tout une critique, ça veut dire c'est quelque chose qui est très compréhensible et qui est très bien. Moi, j'avais un besoin intérieur d'aller à fond. De façon générale, ce que je fais, je le fais à fond. On pourra voir ça aussi après. On pourra voir ça aussi après. Et donc, ce que je fais, je le fais à fond. J'avais aussi donc cette envie d'aller à fond dans mon alia et aussi m'intégrer, de me plonger dans la Yahadout, mais aussi chez les Israéliens, devenir Israélien à 100%. Et c'est la raison pour laquelle je me suis un peu écarté des Français. Je sais qu'il peut y avoir plusieurs personnes qui, à l'époque, n'ont pas compris pourquoi j'ai fait ça, se sont posé la question pourquoi il n'est pas avec nous, pourquoi il est avec les Israéliens. Et ils peuvent même en avoir qui ont été vexés de ce processus. Non, mais c'était ton évolution à toi, personnelle. Donc j'en profite juste quelques jours avant Kippour pour demander pardon s'il y en a qui ont été vexés. C'était un choix qui, aujourd'hui, je suis très content de ça. Je pense que j'ai réussi dans cette mission et je suis assez content. Alors, tu es un grand idéaliste quand tu es monté en Israël. Et forcément, quand on arrive, on a sa vision du monde, des choses, qui est confrontée avec la réalité israélienne. Et là, parfois, ça fait mal. Tout à fait. Et ça veut dire, je pense que quand on arrive en Israël, je pense que chaque Israélien a des questions par rapport à la situation, par rapport à la réalité israélienne. Mais je pense qu'en particulier les Français, ceux qui viennent en Israël, il y a beaucoup de Français qui viennent en Israël par sionisme, par idéal. Et ils vivent un sionisme très puissant, très profond. Et des fois, quand on arrive en Israël, on se rend compte que la situation, parfois, est assez différente de ce sionisme. Alors, on va pas s'en sortir comme ça avec moi, mon cher Yosef. Il va falloir rentrer dans les détails parce que parfois, on peut voir aussi la réalité israélienne comme une très belle façon de vivre, une très belle réalité, justement. Alors, toi, qu'est-ce qui t'a choqué ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es senti, on va dire, mal à l'aise ? On peut dire, premièrement, la première chose qui m'a choqué, avant que j'avais des idées par rapport à la situation, je connaissais rien. Simplement que là où j'habitais à Kochav Yaakov, on ne peut pas construire. Ça veut dire que personne ne peut construire une mirpesset, une terrasse, sans avoir l'autorisation de toute la hiérarchie. Et à la fin, c'est Obama. Ça veut dire,
cette situation absurde qu'une personne ne peut pas construire sa maison, ne peut pas construire une mirpesset, ça veut dire le fait qu'on ne peut pas construire en Israël, c'est quelque chose qui m'a perturbé. Ça veut dire si c'est Israël, si c'est à nous, alors pourquoi il y a tellement de problèmes par rapport à la construction de la terre, par rapport à l'habitation en Israël, par rapport à toutes ces questions et évidemment, les questions au jour le jour, des attentats, des problèmes, la question de la Hitnatkout, de la destruction du Gush Katif, où j'étais pas encore en Israël, mais c'est quelque chose qui reste très ancré dans les mémoires, et c'est quelque chose qu'on parle, et il faut savoir expliquer cela. Comment l'État d'Israël, sioniste et tout, peut arriver à de telles choses. Et donc, je cherchais des réponses à cette dissonance entre mon sionisme profond et la réalité israélienne que j'ai vécue, que j'ai vue. Ok, donc tu t'es tourné forcément, tu étais à la yeshiva vers tes rabbanim. Oui, ça t'a pas convaincu? Tu peux le dire, n'aie pas honte, c'est pas grave. C'est pas que ça m'a pas convaincu, ça veut dire que je pense que les rabbanim font un travail très important dans les yeshivot, mais je pense qu'il n'y a pas assez de travail intensif par rapport à ces questions, par rapport aux questions politiques, par rapport aux questions... C'est des questions sociétales, c'est ça, c'est des questions de... Je pense plus, il y a aussi la question sociale, qu'est-ce qu'on fait maintenant, mais aussi la question, et même, on peut dire même théologique, ça veut dire, si nous, à la yeshiva, on pense, je parle bien entendu d'une yeshiva qui est sioniste. Oui, bien sûr. Sioniste, et dans laquelle on croit et on pense avec ferveur que l'État d'Israël est une des étapes de la Géoula, de la délivrance. Alors comment c'est possible qu'il y a tellement de problèmes, ou de comment on appelle ça, des mashberim, des crises dans ce sionisme, ou de questions. Et moi je pense qu'un des rôles des rabbanim, c'est d'apporter une réponse. Comment on peut expliquer ça? Il y a des réponses, les rabbanim, je ne dis pas qu'il n'y a pas de réponse. Moi, à mes yeux, les réponses ne m'ont pas convaincu. Donc je cherchais ailleurs. Voilà. Alors où tu as atterri? Tu as été vers les hommes politiques? Tu as cherché dans des différents partis, c'est ça? Deuxième source, après les rabbanim, oui, c'est les hommes politiques. On attend des hommes politiques d'avoir une espèce de réponse à ces questions, questions de profondeur par rapport à la société israélienne. Et là aussi, rapidement, j'ai compris que la plupart des hommes politiques, ou quasiment tous les hommes politiques, ne s'occupent pas de réponses à des questions profondes, mais s'occupent de gérer les urgences. Gérer les urgences, oui. C'est quoi? Ça manque de vision pour l'avenir. Ça manque de profondeur. Ça manque de profondeur. Ça manque de vision. Ça manque de but. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que pourquoi on est là, c'est ça? Pourquoi on est là? Oui, pourquoi on est là, c'est la principale question. Je pense la question identitaire. Et qu'est-ce qu'on fait là? Ça veut dire, est-ce qu'on est atterri ici par hasard au Proche-Orient et on est de façon bizarre, on est entouré de pays qui ne nous aiment pas? Ou est-ce que non, là, on est venu ici parce qu'on a un devoir et parce qu'on a une mission importante pour nous, premièrement, et pour le monde, après, et de revenir sur cette terre après 2000 ans d'exil? C'est la question que je pense qu'il faut se poser. Et je pense que je pense que l'État d'Israël aujourd'hui, ou la société israélienne, est dans ce conflit entre cette question. Ça veut dire qui on est? Qui sommes-nous? Donc pour toi, la source de tous les conflits qu'a connu Israël est un conflit identitaire, en fait, une question identitaire. Exactement, une question identitaire, savoir d'où on vient, mais principalement où on va. C'est la principale question. Donc cette réponse, tu as quand même fini par la trouver. Cette réponse, je l'ai trouvée, on peut dire ça comme ça, je l'ai trouvée chez Moshe Feiglin. Moshe Feiglin, c'est un homme politique. Qui était au Likoud avant. Qui était au Likoud, au début, c'est lui qui a organisé les manifestations contre les accords d'Oslo à l'époque. Après, il a continué dans le Likoud. Et aujourd'hui, il est à la tête du parti de Zehut. Mais avant d'être un homme politique, c'est avant tout un intellectuel, une personne qui a une pensée profonde à toutes ces questions, qui apporte justement des réponses à toutes ces questions. Et, voilà. Donc dès que tu l'as découvert, tu l'as connu à quel moment, à quelle période de ta vie? Il y a quelques années. Non, après, pas tout de suite. T'as bien cherché avant. Hein? Je cherchais, oui, je l'ai connu quelques années après. Mais dès que j'ai commencé à écouter, à comprendre, à voir, j'ai compris que ça correspondait tout à fait à ce que je cherchais. D'accord. Donc, en 2 mots, c'est quoi ce parti? Parce qu'apparemment, ça remplit tes journées, puisque tu es très actif au sein du parti. Tu parles, tu discutes. Tu vas expliquer la philosophie du parti à ceux qui veulent bien t'entendre. Tu écris sur Facebook, tu fais plein de choses.
Tu as Plus ou des moins. journées bien remplies. Plus ou moins. Ok. Tu peux nous expliquer en 2 mots? Et oui, on peut dire le parti de Zéhout est un parti qui a été... donc justement, après que Moshe Feiglin, il y a 4 ans, il a quitté le Likoud, il a créé le parti de Zéhout, toujours dans ce même but qu'il avait depuis le début, c'est-à-dire d'arriver au pouvoir. On n'est pas un parti qui veut être dans la Knesset juste pour faire joli. On a un but très précis. Le but, c'est d'avoir des députés élus à la Knesset. Le but, c'est d'arriver au gouvernement. C'est d'arriver au gouvernement et d'apporter au Ham Israël une alternative à ce qu'on a aujourd'hui. Parce que tout ce qu'on a aujourd'hui, la droite et la gauche, sont tous ancrés dans cette même conception, la conception de Oslo, qui a 25 ans qu'elle a commencé, c'est-à-dire de comprendre qu'on est en conflit permanent contre un autre peuple, et au final, l'autre peuple, ils ont raison. Ça veut dire qu'il y a 25 ans, l'État d'Israël a annoncé au monde que l'ennemi juré, Arafat, qui était le plus grand meurtrier de juifs depuis Hitler, c'est lui qui a raison. Il a raison, c'est nous qui avons tort, on lui a serré la main. Et il y a 25 ans, l'État d'Israël a reconnu que la vérité est chez l'ennemi et pas chez nous. Et nous, à Zéhout, on a pour but de venir et mettre sur la table et de dire non, nous, on n'est pas d'accord avec ça, c'est notre terre, notre identité, et on a raison. Ok, alors c'est un parti à droite toute? Non, pas du tout. Justement, comme on vient d'expliquer, c'est un parti qui vient pas uniquement donner une alternative à la gauche, mais aussi une alternative à la droite. Qui compose ce parti? Il y a de tout? Il y a de tout. Ça veut dire exactement. C'est pas. Si en Israël, on peut dire que tous les partis sont une espèce de catalogue. Ça veut dire on sait plus ou moins qui va voter pour qui. Et dans le parti de Zéhout, on peut trouver n'importe qui. On peut trouver des religieux, des non-religieux. Il y a même des Haredim. Des hommes de droite, des hommes même de gauche, des gens qui ont voté à gauche durant des années. Maintenant, ils cherchent une autre alternative, ils vont chez Zéhout. Donc, on a vraiment de tout. Il y a même des Arabes. Et quelque chose d'assez surprenant, d'assez énorme. Et j'aime beaucoup ça. C'est pour ça que je suis là-bas. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et je pense qu'avant tout, ce que ça m'a apporté, c'est... ça m'a apporté la chance d'apporter aussi. D'apporter, comme l'expliqué aussi, il y avait une recherche spirituelle, intellectuelle, un besoin de réponse à des questions que j'avais. C'était important pour que ton sionisme continue de vivre, de brûler en toi? Oui, ça veut dire au final, moi je pense que pour garder un sionisme, il faut avoir aussi... Je suis un homme assez rationnel, ça veut dire que... pour croire dans le sionisme, il me fallait une vision cohérente qui explique comment ma pensée sioniste peut être en adéquation avec ton judaïsme, avec ce qui se passe, avec ce que je vois, et comment on peut expliquer toute la réalité israélienne sans mettre le point d'interrogation sur le sionisme, que c'est vrai ou que c'est pas vrai. Ça veut dire, maintenant j'ai une vision politique et aussi intellectuelle qui répond à ces questions. Donc ça a donné du sens en fait. Donner un sens et des réponses à toutes ces questions. Oui. Alors tu as répondu quand je t'ai dit à droite toute, tu m'as dit non, mais tu m'as juste dit qu'il y avait des gens très différents, ce qui ne veut pas dire voilà. Sur des questions importantes comme l'économie par exemple, c'est un peu différent d'un parti de droite? Et on peut dire, justement, il y a beaucoup de gens différents, pas parce qu'il y a des gens différents. Les gens différents viennent parce qu'il y a beaucoup de messages. On a parlé d'ici la question identitaire, mais on parle aussi de beaucoup de choses. On parle des rapports entre l'État et le citoyen. On a un parti qui, en plus d'avoir comme pilier l'identité, on a aussi comme pilier la liberté. On a un parti qui croit beaucoup dans la liberté du citoyen par rapport à l'État. Et un de ces aspects, c'est aussi la question économique. La question économique, on pense que l'économie en Israël est très centralisée. Et ça pose de gros problèmes. On voit que chaque semaine, on entend des sondages ou des informations qui nous disent que l'État d'Israël est devenu un pays beaucoup plus riche. Mais on n'en voit pas tellement la trace, en tout cas chez les citoyens. Voilà, ça veut dire les citoyens eux-mêmes, on ne voit pas qu'ils sont devenus beaucoup plus riches. Au contraire, on voit que le mashber hadir, la crise du logement... C'est plus difficile encore aujourd'hui pour eux. Plus difficile qu'à l'époque. Donc, c'est quoi? C'est une mauvaise répartition des richesses?
la principale thèse est de dire que s'il y a tant d'argent et que ça n'arrive pas aux citoyens, ça veut dire qu'ils se bloquent, ça veut dire qu'ils se bloquent au milieu. Okay. Et il y a quoi au milieu? Au milieu, il y a toute la bureaucratie et tout l'État qui récupère cet argent. À la place, cet argent coule à travers du libre marché chez les citoyens. D'accord. Bon, alors apparemment, il est droit dans ses bottes, notre ami du jour. Il est très, très convaincu. Ça a vraiment, tu nous l'as dit, donné du sens à ton sionisme, donné du sens à ton alia aussi, à ta vie tout court. C'est vraiment, vraiment fondamental chez toi, cet engagement politique. Oui, tout à fait. Je le vis au jour le jour. Encore une fois, j'aime pas la politique. Ça veut dire la politique dans le sens sale du mot. C'est la politique sans vision, sans profondeur. J'aime pas du tout ça. Ça veut dire la seule raison pour laquelle je m'occupe de la politique, je suis dans ça, parce que j'ai un parti qui, justement, amène une politique d'idées. Aujourd'hui, on vit dans une politique de visage. C'est pas pour rien qu'on a parlé du programme de Zehut. Zehut est le seul parti qui a un programme politique. Il faut savoir ça. Il n'y a aucun autre parti qui prend la peine d'écrire un programme politique. Bon, là, c'est le cas. Bon, en tout cas, c'était chaque Alia Story nous emmène ailleurs. C'est ça qui est assez sympathique dans cette émission. Avec toi, on a fait un tour en politique, puisqu'apparemment, c'est ce qui te taraude, c'est ce qui te maintient ici, et c'est ce que tu as découvert et qui t'anime. C'est tout à ton honneur. Bon, après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'était intéressant de t'entendre parler de ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Parce que 10 ans d'Alia, c'est pas très ancien. Tu travailles dans l'informatique aujourd'hui? Je suis étudiant. Encore étudiant, pas encore fini. D'accord, donc on te souhaite de terminer. Merci. Et voilà, tu es toujours... tu as programmé de changer de ville, de rester, de faire quoi? C'est quoi la suite? Tu sais pas? Pour l'instant, on habite au Gush Etzion. Et on est très bien là-bas. Et on verra pour la suite s'il faut changer. Je sais pas, pour l'instant, on est très bien là-bas, c'est tout. D'accord, ok. Bon, en tout cas, merci d'être venu, Youssef, et à très bientôt. De rien, merci à vous. Au revoir. Merci. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.